Bonjour, je m'appelle Caroline Côté et je suis en compagnie de ma collègue Caritas Echimirwe. Nous serons vos présentatrices aujourd'hui pour le secrétariat à la réforme des institutions démocratiques, à l'accès à l'information et à la laïcité, communément appelé SRIDAI. Bienvenue à ce webinaire express intitulé Droit d'accès et restrictions. Il s'adresse aux nouveaux responsables de l'accès aux documents et de la protection des renseignements personnels. Veuillez noter que les interprétations et les opinions énoncées dans cet enregistrement ne constitue pas évidemment un avis juridique. Au terme de ce webinaire express, vous serez en mesure de reconnaître les grandes catégories de restrictions au droit d'accès. Vous serez en mesure aussi de comprendre pourquoi, quand et comment utiliser ces restrictions et éviter les pièges classiques. Donc, tout au long du webinaire, des trucs et astuces d'experts vous seront également donnés. Au cours de cette vidéo, nous verrons très brièvement qu'est-ce que le droit aux documents administratifs. Nous verrons ensuite plus longuement quelles sont les restrictions au droit d'accès. Plus spécifiquement, nous présenterons globalement les restrictions qu'on trouve aux articles 18 à 41 de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, communément appelée loi sur l'accès. Par le biais de mise en situation, nous nous attarderons ensuite sur l'application des restrictions pour lesquelles notre secrétariat reçoit le plus de questions. Dans ce webinaire, exception faite de l'article 53, notez qu'on ne traitera pas des restrictions spécifiques au renseignement personnel. On ne traitera pas non plus des documents qui sont régis par d'autres législations qui peuvent être davantage restrictives que la loi sur l'accès ou permettre un accès plus large, comme la loi sur les cités et villes ou le code municipal qui prévoit, par exemple, que les archives municipales, comme les contrats, les procès-verbaux du conseil ou les livres de compte sont accessibles. Je vous invite seulement à faire preuve de prudence et de vigilance si vous naviguez dans un secteur où plusieurs lois s'appliquent, comme dans le secteur municipal ou les autres professionnels. C'est quoi le droit d'accès aux documents? C'est un droit qui est fondamental. Il permet à toute personne physique ou morale, comme une entreprise, de demander à consulter ou à recevoir des documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions. On dit que le droit d'accès, il est universel et inconditionnel. Universel parce qu'il s'exerce par toute personne, peu importe sa citoyenneté, sa qualité, sa fonction ou son statut. Il est aussi inconditionnel parce que vous n'avez pas besoin de justifier pourquoi vous souhaitez obtenir des documents. Mais attention, le droit d'accès n'est pas absolu. La loi prévoit certaines exceptions au droit d'accès aux documents pour protéger, par exemple, les renseignements financiers ou les renseignements personnels de tiers. Puis justement, aujourd'hui, on va plonger dans ces fameuses restrictions-là au droit d'accès pour mieux comprendre pourquoi, quand un document doit ou peut ne pas être accessible. Le cœur de la loi sur l'accès, c'est simple. Le principe de base, l'accès, c'est la règle. Les restrictions sont l'exception. Parfois, la transparence sert mieux l'intérêt public, puis d'autres fois, c'est la confidentialité. Autrement dit, un document administratif, par défaut, il est accessible, sauf si une restriction prévue par la loi s'applique. Pourquoi la loi sur l'accès comprend des restrictions? Ben, c'est pour protéger d'autres intérêts légitimes comme ceux des individus, des entreprises, des institutions ou encore le bon fonctionnement de processus comme des processus décisionnels ou judiciaires. Ces exceptions-là ne sont évidemment pas là pour restreindre arbitrairement les documents. C'est quoi les types de restrictions qui sont prévus dans la loi? Les restrictions sont regroupées selon le type d'incidence que pourrait causer la divulgation des documents. Par exemple, sur les relations intergouvernementales, aux articles 18 et 19, sur les négociations entre organismes publics, à l'article 20, sur l'économie, aux articles 21 à 27, par exemple, pour protéger un secret industriel ou une stratégie de négociation de contrat. Ça peut aussi être des restrictions qui vont protéger l'administration de la justice et la sécurité publique, aux articles 28 à 29.1, par exemple, pour protéger une méthode d'enquête, ou les décisions administratives ou politiques, par exemple, aux articles 30 à 40, pour protéger une opinion juridique, des documents d'élus, etc., ou encore la vérification à l'article 41. Enfin, il faut savoir que les renseignements personnels sont toujours protégés à moins d'exceptions, donc conformément à l'article 53 de la loi sur l'accès. Parmi les restrictions, toutes celles-là que vous voyez à l'écran, ces grandes catégories-là, il y a deux types. Il y a des restrictions qui sont obligatoires, c'est-à-dire que l'organisme doit
refuser l'accès à certains renseignements comme les secrets industriels ou les renseignements personnels de tiers. Ce sont les articles que je vous ai identifiés là, avec un arrêt stop sur la diapositive. Puis, deuxième catégorie, il y a des restrictions qui sont facultatives, c'est-à-dire que l'organisme peut refuser certains renseignements identifiés dans la loi selon le contexte et les conditions qui sont prévues là, dans la loi. Lorsqu'un organisme choisit de refuser de communiquer certains renseignements pour un motif précis précisé dans la loi ou qui doivent protéger certains renseignements contenus dans le document qui est demandé, seuls les renseignements protégés sont retranchés du document. Il peut arriver toutefois que le document soit refusé en totalité si les renseignements à protéger forment la substance même du document. À ce moment-là, c'est l'article 14 de la loi sur l'accès qui s'applique. Avant d'appliquer une restriction, Caroline, à l'accès à l'enseignement, vous dites qu'il est essentiel de bien la comprendre et que cela permet notamment de savoir si l'organisme est autorisé à l'appliquer. Donc, certaines restrictions comme celle de l'article 18 ne peuvent être utilisées que par des organismes spécifiques comme les ministères. Si la restriction est obligatoire ou facultative, tu dis que certaines doivent être appliquées, d'autres laissent une marge de manœuvre. Pourrais-tu nous préciser comment appliquer une restriction, dans quelles conditions et pour combien de temps? Ben, avec plaisir. Hein. Les restrictions, dans le fond, elles peuvent être basées sur la provenance du renseignement. Par exemple, à l'article 18, il permet à un ministère de refuser de communiquer un renseignement qui est reçu d'un autre gouvernement ou d'une organisation internationale. Hein, ici, il n'y a pas de conséquences. Si seulement le document provient d'un autre gouvernement ou d'une organisation internationale, il peut être refusé. La restriction peut aussi être basée sur la nature du renseignement. Par exemple, le premier alinéa de l'article 22 prévoit qu'un organisme public peut, hein, c'est facultatif, refuser de communiquer un secret industriel qui lui appartient. Il y a d'autres restrictions qui vont demander des conséquences. Hein. Certaines restrictions, dans le fond, elles visent à éviter des incidences sur une personne, un organisme ou un processus en cours. Par exemple, le deuxième alinéa de l'article 29 prévoit qu'un organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un renseignement dont la divulgation aurait pour effet de réduire l'efficacité d'un programme, d'un plan d'action ou d'un dispositif de sécurité là, destiné à la protection d'un bien ou d'une personne. Puis parfois, c'est plusieurs conditions qui doivent être réunies pour que la restriction soit applicable. Par exemple, selon le deuxième alinéa de l'article 22, un organisme public peut refuser de communiquer des renseignements si les conditions suivantes sont réunies. Donc, il faut que ce soit des renseignements qui soient industriels, financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques. On parle alors de la nature des renseignements. Il faut que ces renseignements-là appartiennent à l'organisme et qu'en plus, la divulgation risque vraisemblablement d'avoir une des trois conséquences suivantes. Hein? Entraver une négociation en vue de la conclusion d'un contrat, causer une perte à l'organisme ou procurer un avantage appréciable à une autre personne. On parle ici vraiment de conséquences. Puis, concernant la durée d'application, elle varie d'une restriction à l'autre. Donc, elle peut être illimitée ou indéterminée comme pour un secret industriel. Elle peut être temporaire. Donc, par exemple, un renseignement qui révèle une stratégie de négociation de contrat peut être protégé pendant 8 ans à compter du début de la négociation, ou elle peut s'appliquer tant que les conditions s'appliquent. Donc, par exemple, un renseignement qui pourrait réduire l'efficacité d'un dispositif de sécurité pourrait être protégé en 2025, mais ce ne serait peut-être pas le cas en 2035 si ce dispositif de sécurité-là est obsolète et n'est plus utilisé. Donc, on va maintenant vous présenter 5 mises en situation de type jeu de rôle pour vous permettre de comprendre l'application des restrictions pour lesquelles notre secrétariat reçoit le plus de questions. Voyons maintenant la mise en situation. Dans la marmite des lois, recette presque secrète. Alors, bonjour Caroline. Regarde la demande d'accès qu'on vient d'avoir. Est-ce qu'on peut l'analyser ensemble? Bien sûr. Alors, je lis le courriel. Bonjour, j'aimerais obtenir certains documents produits à partir de 2014 concernant l'élaboration du projet de loi sur les sentiers battus, signé Monsieur Jean. Donc, la demande concerne des documents sur 10 ans et ne précise pas de quels documents il s'agit. Moi, c'est la première fois que je traite une demande de cette nature.
Il me faudrait peut-être un fil conducteur pour y arriver. OK, écoute, on va y aller étape par étape, là. Tu penses qu'on devrait commencer par quoi? Et là, commencer par quoi? J'ai besoin de précision. Je ne sais même pas quels documents sont visés par la demande. Écoute, c'est une bonne observation, ça. Dans le fond, la loi sur l'accès, elle prévoit que pour être recevable, la demande, dans le fond, doit être suffisamment précise pour permettre de trouver les documents qu'elle vise, dans le fond. Et dans ce cas-là, c'est simple et c'est clair. La demande n'est pas recevable parce qu'elle n'est pas précise. Écoute, va pas trop vite, là. Lorsque la loi, dans le fond, indique que le responsable doit prêter assistance, hein, au demandeur pour identifier le document qui est susceptible de contenir les renseignements recherchés. Donc, avant de conclure à l'irrecevabilité d'une demande, appelle donc le demandeur pour lui demander de préciser sa demande. OK. OK, ben finalement, le demandeur souhaite obtenir les études, les avis, le projet de loi et tous ces documents inhérents, ainsi que les notes envoyées aux autorités. OK. Ben, écoute, tu vas pouvoir demander un repérage documentaire là, aux différentes unités administratives susceptibles d'être concernées. Je te suggère là, de commencer par la direction des affaires juridiques. Ils ont sûrement travaillé, eux autres, avec les secteurs qui ont élaboré le projet de loi. Elle pourra mieux t'orienter. Puis, oublie pas, hein, ton repérage, il doit être sérieux puis complet. Pourquoi tu insistes sur le repérage? Tu utilises le mot sérieux et complet. Écoute, le repérage documentaire, là, c'est une étape qui est cruciale dans le traitement de la demande d'accès. Avant de pouvoir répondre, encore faut-il avoir repéré les bons documents puis comprendre leur contexte de production. Là, Caroline, il s'agit juste d'une demande d'accès. Pourquoi faut-il connaître le contexte de production du document? Ben, écoute, Caritas, un bon repérage documentaire, là, c'est ta lampe frontale dans la grue du contenu. Donc, les informations que tu vas récolter suivant le repérage documentaire, elles peuvent t'aider à appliquer les restrictions à l'accès par la suite. Elles vont t'aider à déterminer notamment là, si une restriction prévue à la loi s'applique. Donc, comprendre ton contexte de production peut t'aider à deux niveaux. Il peut te permettre d'informer le demandeur des circonstances qui entourent la production d'un document. Des fois, il faut que tu l'informes, hein, je n'ai pas le document, ou je vous redirige vers un autre organisme public parce que je ne suis pas responsable de ce document-là. Et puis, il peut aussi t'aider à justifier un refus total ou partiel d'accès là, si c'est nécessaire. Il faut comprendre qu'un repérage qui est bâclé là, peut emmener la personne demanderesse à douter du sérieux du traitement. Puis devine quoi? Elle peut, elle, formuler une demande de révision à la commission d'accès à l'information. Puis là, on va devoir prouver par prépondérance de preuves que le travail de repérage documentaire a bien été fait. OK. Donc, comment savoir alors si un repérage est sérieux et complet? Aurais-tu des exemples ou alors de bonnes questions à poser aux unités pour Ben savoir écoute, si elles ont effectué correctement le repérage documentaire? Ben écoute, sans être exhaustive, là, j'ai une liste de questions que je me pose généralement quand je reçois les documents, là, que tu peux poser aux personnes qui collaborent avec toi au repérage. Là. Dans le fond, là, quand tu reçois les documents, il faut que tu te demandes, est-ce que là où les documents qui ont été repérés portent sur le sujet visé de la demande? Ensuite, tu vas te demander, est-ce que là où les documents qui ont été repérés sont dans le format visé par la personne demanderesse? Donc, elle voulait-tu des courriels, des fichiers audio, vidéo? Si elle voulait des courriels, est-ce que les pièces jointes qui étaient attachées au courriel sont dans l'envoi qui t'a été fait? Il faut que tu te demandes aussi est-ce que là où les documents qui ont été repérés sont dans la période qui était visée par le demandeur, comme ici, je comprends là, que le demandeur souhaite obtenir les documents de 2014 à aujourd'hui. Il va falloir s'assurer qu'on a vraiment des documents qui sont dans cette période-là. Est-ce que toutes les personnes qui étaient susceptibles de détenir les documents visés par la demande ont été sollicitées? Aussi, il faut que tu te demandes, est-ce que le repérage a été effectué partout où les documents étaient susceptibles d'être conservés, dans les serveurs, sur une boîte de courriel, dans les archives? Si jamais le secteur te dit j'en ai pas, ben, tu peux lui demander, est-ce qu'il y aurait pu avoir des sauvegardes d'ailleurs? Quand on dit je l'ai plus, puis je le trouve pas, puis ça n'était pas nécessairement à détruire selon le calendrier de conservation. Puis, tu regardes aussi combien de documents ont été repérés. Est-ce que ce que tu as dans les mains, là, la volumétrie, est-ce que c'est logique par rapport à ce qui était demandé? Si le demandeur visait un seul document, tu l'as, c'est une chose, mais c'est comme dans ce cas-ci, on attend plusieurs documents, il faut voir est-ce que la volumétrie est conséquente avec l'ampleur de la demande. Puis c'est important aussi quand tes secteurs vont revenir avec les documents euh, qui justifient hein, pourquoi certains documents sont inexistants ou qui ont été détruits. Dans le fond, au final, il faut que tu saches pourquoi les unités administratives jugent que le repérage est sérieux et complet. Dans le fond, en résumé, il est important que tu documentes les réponses obtenues à ces questions-là pour prouver que le repérage a été fait là, de manière sérieuse et complète. OK, ben, je pense que je vais me faire
une fiche de ces questions-là. Merci, Caroline. Je comprends mieux ce qu'est le repérage et son importance. Parfait. Écoute, en attendant tes documents, n'oublie pas d'envoyer un avis au demandeur hein, qui lui indique notamment la date de réception de sa demande. Réfère-toi là, à l'article 46 de la loi sur l'accès pour en connaître le contenu. Puis écoute, le SRIDAI a développé des modèles là, prêts à l'emploi pour ça. OK. Alors là, pas de doute, la recherche a été plus que sérieuse. On vient de recevoir une boîte avec une étude, un avis juridique, une note envoyée au ministre, le projet de loi sur les sentiers battus, en mémoire, le rapport du comité consultatif. Super, ça. T'es-tu assuré auprès des secteurs d'avoir tous les documents qui sont visés par la demande? Oui, tout est là. J'ai vérifié avec les secteurs. Ok, excellent. Ça, écoute, tu peux commencer ton analyse. Mais aurais-tu d'autres trucs ou questions là pour m'aider à faire l'analyse d'accessibilité des documents? OK. Ben écoute, je vais te proposer une autre série de questions là, qui va t'aider à obtenir des informations qui vont te permettre là, de déterminer si une restriction au droit d'accès est applicable ou non, le cas échéant. Faut que tu te demandes, c'est qui a produit le document? C'est-tu notre organisme, un autre organisme public québécois, une organisation internationale? À qui le document était destiné? Par exemple, est-ce qu'il était destiné exclusivement au ministre ou a été préparé à sa demande? Quand le document a été produit, est-ce qu'il y a des délais légaux qui vont influencer son accessibilité, tu sais, relativement à un délai d'application d'une restriction, à sa durée de conservation, ou en est rendu le document dans son cycle de production? Tu sais, c'est-tu un document qui est en voie de préparation comme un brouillon ou c'est une version préliminaire ou finale qui est visée par le droit d'accès? Tu peux te demander aussi ce que j'ai dans les mains, est-ce que ça a déjà été rendu public? Ensuite, tu peux te demander, c'est quoi la nature hein, des renseignements qui sont dans ces documents-là? Est-ce qu'il y a des secrets industriels, par exemple, des renseignements personnels? On l'a vu, hein, il y a des restrictions qui fonctionnent avec la nature des renseignements. Puis, quelles sont les conséquences que la communication pourrait entraîner tu sais, sur des personnes, des individus? On l'a vu aussi, hein, il y a des restrictions, il faut respecter des conditions, puis parmi ça, il y a des conséquences. Et à ce moment-là, ça va t'aider, ça va te pister peut-être sur des restrictions qui pourraient ou devraient s'appliquer. Écoute, on va commencer par le rapport. Là. Tu pourras voir comment s'articulent ces questions-là. Dans le fond, je vais te demander, hein, c'est qui a produit le rapport? Le rapport a été produit par le comité consultatif qui relève du ministère des Lacs. OK, puis le rapport était destiné à qui? Ce que je vois, ben, aux autorités du ministère des Lacs. OK. Ben écoute, là, à ce moment-là, c'est le temps qu'on sorte notre article 48 de la loi sur l'accès. Dans le fond, quand un document a été produit là, par un autre organisme public ou pour son compte, ou qui relève davantage là, de la compétence d'un autre organisme public, on ne décide pas à sa place hein, d'appliquer ou non des restrictions. L'article 48, dans le fond, nous dit qu'on doit rediriger le demandeur vers l'organisme concerné. D'accord. Donc, dans ma réponse écrite, je vais orienter la personne vers le ministère des Lacs. Et c'est ça? Exactement. Oui, oui. Puis écoute, en coulisses, là, ce qu'on fait aussi, une bonne pratique entre responsables, c'est d'appeler la personne responsable d'accès là-bas pour l'aviser qu'on va lui rediriger une demande. C'est une question de respect, de coordination, puis écoute, ça évite bien des surprises. OK. Euh, on va analyser l'étude ensemble, Caritas. C'est qui l'a produit? L'étude a été produite par un employé de notre organisme. OK, puis elle était destinée à qui? Ben, elle était destinée à l'équipe chargée d'élaborer le projet de loi sur les sentiers battus. OK, puis elle a été produite quand? Elle a été produite en 2024. Cette étude-là, a-tu déjà été rendue publique? Non, non. Elle est rendue où dans son processus de production, elle, cette étude-là? Je dirais elle est achevée, donc il ne s'agit pas de brouillon, mais elle a été transmise aux autorités concernées. OK. Puis la nature des renseignements qui est dans cette étude-là, peux-tu m'en parler plus? Mais bien sûr, elle contient des avis et des recommandations. D'ailleurs, je pense que je pourrais refuser l'accès à toute l'étude en invoquant l'article 37. Pas tout à fait, là. Écoute, l'article 37, il protège les avis ou les recommandations à certaines conditions. Donc, il faut évidemment que ce soit un avis ou une recommandation, c'est-à-dire hein, une évaluation, un jugement de valeur portant sur les informations qui peuvent faire l'objet d'une décision. Puis, il faut que tout ça soit formulé hein, de manière à mettre l'organisme dans une position de choix, agir ou non.
Donc, il faut aussi que ça soit formulé comme ici, par exemple, par le personnel de l'organisme public dans l'exercice de leurs fonctions. Puis, il faut également que ces avis ou recommandations-là soient faits là, dans le cadre d'un processus décisionnel depuis moins de 10 ans. Donc, tu peux protéger ces renseignements-là uniquement s'ils répondent à ces conditions-là. Mais le reste, comme des faits, par exemple, sauf s'il y a d'autres restrictions là, qui sont prévues par la loi, sont applicables, puis ils doivent être communiqués aux demandeurs. Étant donné ici là, que c'est une restriction facultative, il faudra aussi vérifier là, avec les autorités s'il est souhaité d'invoquer ou pas l'article 37. Et là, j'ai perdu mon latin. Là. Je pensais que c'était aux responsables de l'accès de décider. Bien, écoute, la personne responsable doit pouvoir exercer ses fonctions de manière autonome, oui, mais cette autonomie-là ne signifie pas toutefois qu'elle doit agir en vase clos, là. Dans le fond, lorsqu'une restriction facultative peut s'appliquer à un renseignement, la décision de l'invoquer ou non revient à l'organisme et non pas uniquement à la personne responsable. Dans le fond, l'autonomie, ce que ça implique, c'est que la personne responsable, elle applique les dispositions de la loi sur l'accès en prenant uniquement en considération les facteurs pertinents mentionnés dans la loi. C'est important parce qu'elle doit rendre, elle, une décision juste, impartiale, équitable, sans être influencée par quiconque. Elle doit, elle, sa décision repose uniquement sur les restrictions qui sont prévues dans la loi, puis pas de manière arbitraire. L'étude contient aussi une analyse. Et je me disais que je pourrais appliquer l'article 39 de la loi sur l'accès. Ben écoute, pour que l'article 39 s'applique, les renseignements que tu souhaites restreindre doivent satisfaire encore là 3 conditions. Il faut que ce soit une analyse à l'exclusion des faits bruts sur lesquels l'analyse est fondée. L'analyse, elle doit être produite, elle, à l'occasion d'une recommandation. Puis cette recommandation-là doit être faite dans le cadre d'un processus décisionnel en cours. Puis elle est applicable jusqu'à ce que la recommandation ait fait l'objet d'une décision. Puis si la recommandation n'a pas fait l'objet d'une décision ou en l'absence de décision, la restriction peut s'appliquer uniquement dans les 5 ans de la date où l'analyse a été faite. Donc, tu peux masquer, encore une fois, ces renseignements-là uniquement s'ils répondent à ces critères-là. Mais j'avoue pas comprendre beaucoup ces conditions. Pourrais-tu m'expliquer davantage? Ben oui, on va le regarder ensemble, chacune des conditions. Là, on va regarder la première. Est-ce que les renseignements que tu souhaites restreindre dans l'étude, c'est une analyse? C'est quoi pour toi une analyse? Là, Caroline, tu ne vas pas me piéger. Là. Une analyse, c'est une analyse. Écoute, on va le lire ensemble, là. La jurisprudence récente, elle, a défini l'analyse comme une opération intellectuelle qui consiste à décomposer une œuvre ou un texte en ses éléments essentiels afin d'en saisir les rapports et de donner un schéma d'ensemble. Caroline, fais simple, une opération intellectuelle. Pourrais-tu m'expliquer plus simplement, s'il vous plaît? Écoute, on va faire simple. Globalement, une analyse, c'est une opération qui consiste à agencer, à comparer entre eux des faits en vue d'en tirer du sens, des conclusions. Donc, un document qui relaterait uniquement des faits sans pour autant en arriver à une conclusion ne constituerait pas une analyse. On va regarder ensemble la deuxième condition. S'il s'agit bien d'une analyse, est-ce qu'elle a été produite à l'occasion d'une recommandation? Donc, avant que tu me le demandes, là, la recommandation, c'est un énoncé qui invite à suivre une ligne de conduite de manière à mettre l'organisme dans une position de choix, agir ou non. Oui, l'analyse est en lien avec la recommandation d'adopter une loi sur les sentiers battus. OK, bon, on va regarder la troisième condition ensemble maintenant. Est-ce que la recommandation qui découle de cette analyse-là a été faite dans le cadre d'un processus décisionnel qui est encore en cours ou si les autorités ont pris une décision à partir de cette recommandation-là? Là, l'étude recommandait l'adoption d'une loi sur les sentiers battus et le projet de loi a été présenté à l'Assemblée nationale. Ben écoute, Caritas, dans ce cas-là, comme une décision a été prise, là, tu ne peux pas invoquer l'article 30. OK. Ben, est-ce que l'opinion juridique, je la rends accessible aux demandeurs? Là, je comprends qu'elle a été produite cette année par les avocats de notre direction des affaires juridiques dans le cadre de l'élaboration du projet de loi sur les sentiers battus. C'est ça? Oui, par ailleurs, j'ai vérifié avec les autorités concernées de notre organisation et ils ne souhaitent pas renoncer au secret professionnel. OK. Ben, écoute, tu peux à ce moment-là t'appuyer sur l'article 9 de la Charte québécoise des droits et libertés pour protéger l'opinion juridique en raison du secret professionnel. Tu pourrais aussi invoquer l'article 31 là, de la loi sur l'accès. C'est une autre restriction qui est facultative, qui permet de refuser, dans le fond, de communiquer une opinion juridique portant notamment là, sur la validité d'un texte législatif ou d'un projet de texte législatif. OK. Mais dis-moi, si notre organisme avait comme renoncé au secret professionnel, est-ce qu'on pourrait communiquer cette opinion juridique sans autre analyse?
Oui, ben écoute, si la personne qui bénéficie du secret professionnel donne son autorisation, l'opinion juridique peut devenir accessible sous réserve, évidemment, d'autres restrictions applicables, là. OK. Et pour le projet de loi, qu'est-ce qu'on en fait? J'ai lu que l'article 36 de la loi sur l'accès permet à un organisme public de refuser l'accès à une version plutôt préliminaire ou à un projet de texte législatif ou réglementaire tant que 10 ans ne se sont pas écoulés. Peut-on utiliser cet article pour restreindre l'accès à ce projet de loi? Ben, il est rendu où ton projet de loi dans le processus d'adoption? Mais comme je te disais, le projet de loi a été présenté à l'Assemblée nationale. Ben, dans ce cas-là, il est déjà public, là. Tu peux pas invoquer l'article 36. Le projet est accessible à monsieur Jean, comme à toute personne, là, d'ailleurs, là. Dans ta décision, tu peux simplement diriger le demandeur vers le site web sur lequel le projet de loi a été diffusé, là. Puis ça, c'est l'article 13, là, de la loi sur l'accès qui nous autorise à le faire. On va regarder ton autre document. C'est le mémoire. Le mémoire contient les analyses, les avis, les recommandations. Et je me disais avec l'article 34 que je vais refuser l'accès à tous les documents. L'article 33, tu faisais? Oui, OK. Ben, écoute, un mémoire comporte généralement deux parties, hein. Il y a une partie qui est accessible, donc qui peut être rendue là, publique dans certaines conditions, puis une partie confidentielle. et à quel moment la partie accessible devient réellement accessible? Ben, écoute, ça, là, c'est l'article 27 du décret qui concerne l'organisation puis le fonctionnement du conseil exécutif. Si le mémoire porte sur un projet de texte législatif ou réglementaire, la partie va devenir accessible là, lorsque le projet de loi a été présenté à l'Assemblée nationale ou lorsque le projet de texte réglementaire a été rendu public conformément à la loi. OK. Donc, si le projet de loi a été présenté à l'Assemblée nationale, la partie accessible du mémoire est publiée, c'est ça? Oui, puis même proactivement, là, c'est-à-dire avant même qu'il soit demandé par le biais d'une demande d'accès dans un délai de 20 jours. Écoute, je t'invite à aller voir là, les dossiers qui sont soumis au Conseil des ministres, qui ont été diffusés là, sur le site du gouvernement du Québec. Ça va t'aider à voir la nature des informations qui ont été rendues publiques là, dans ces contextes-là. OK. Et si le projet de loi, Caroline, n'a pas encore été présenté à l'Assemblée nationale? Ben, à ce moment-là, l'article 33, puis même d'autres restrictions là, pourraient être invoquées pour restreindre l'accès. Le mémoire demeurerait confidentiel jusqu'à ce que les conditions d'accessibilité soient là, remplies. Moi, j'ai toujours une curiosité lorsqu'on parle de mots confidentiels. Qu'est-ce qu'on retrouve dans la partie confidentielle du mémoire? Ben, je vais te donner un exemple, là. Tu sais, l'article 29, par exemple, du décret dont je t'ai parlé tantôt, il prévoit que lorsqu'un mémoire comporte une partie accessible, les renseignements suivants devraient toujours être contenus dans la partie confidentielle du mémoire, entre autres là, les recommandations d'un membre du conseil exécutif, les renseignements intrinsèquement liés à ces recommandations-là. Ça peut être des renseignements aussi que la loi sur l'accès interdit de communiquer ou permet de ne pas communiquer puis que son auteur souhaiterait protéger, là. Il y a d'autres dispositions, écoute, dans le décret, là, mais pour les besoins de la cause aujourd'hui, là, on va s'en tenir à ça. Caritas, au début, tu m'avais parlé d'une note, là, c'en est où, ça? Ah, ça, c'est une note qui avait été envoyée au ministre en lien avec le projet de loi. Je me demandais, est-ce que je peux invoquer l'article 34 pour la protéger? Ben, écoute, l'article 34 permet effectivement de refuser l'accès à un document du cabinet d'un ministre qui est visé là, à l'article 11.5 de la loi sur l'exécutif, sauf si le ministre, par exemple, accepte qu'il soit accessible, là. Mais attention, là, à partir du moment où l'une des personnes qui est nommée à l'article 34 a de façon expresse ou tacite là, accepté qu'un document soit diffusé, sous réserve que ce soit là, publiquement ou au sein de l'appareil public, le document cesse d'être un document du bureau du cabinet, là. Donc, dans ce cas-ci, ce qu'il faut comprendre, dans le fond, c'est que comme la note n'a pas été préparée spécifiquement pour le ministre ou à sa demande, puis qu'elle a circulé là, dans les unités administratives, on ne pourrait pas la protéger avec l'article 34. Dans quel cas une note pourrait être protégée en vertu de l'article 34? Ben, écoute, si la note avait été préparée pour le ministre ou une des personnes là, qui est visée à l'article 34 là, ou à sa demande, puis si elle avait circulé au sein de l'appareil administratif là, uniquement dans ce but-là, puis sans diffusion, elle aurait pu demeurer inaccessible à moins que le ministre, par exemple, l'aurait jugé opportun là, de la communiquer. Ok. Nous présentons maintenant la mise en situation intitulée Une entente cherchant la lumière. Caroline, peux-tu nous lire la demande, s'il vous plaît? Oui.
Le libellé, donc voici. Bonjour, je souhaite obtenir l'entente et ses annexes conclues entre votre organisme et l'entreprise Créapub concernant la vente annuelle d'espaces publicitaires. Je viens de recevoir une copie de l'entente et ses annexes. En quoi consiste exactement l'analyse d'une entente? Il faut commencer par lire attentivement toutes les clauses de l'entente et il faut également comprendre dans quel contexte l'entente a été conclue. Je vois. Justement, ici, l'entente a été signée. Il y a une clause de confidentialité qui est incluse. Là, elle se lit comme suit. Les parties s'engagent à préserver la confidentialité de toutes les informations, documents, données ou connaissances échangées dans le cadre de leur relation, qu'elles soient de nature technique, commerciale, financière ou autre. Est-ce que ça veut dire que je dois refuser l'accès à cette entente-là? Non, non, surtout pas. Une clause de confidentialité comme celle-là n'a pas pour effet automatique de rendre l'entente confidentielle. Les engagements de confidentialité entre une entreprise et un organisme public ne font pas obstacle à l'application de la loi sur l'accès. Cela dit, cette clause peut être un indice utile si tu veux démontrer qu'une information est confidentielle. OK, mais comme l'entente a été conclue avec un organisme public, est-ce qu'elle devient accessible? Non, 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 il ne faut pas donner trop vite. Il faudrait d'abord examiner les clauses une à une pour voir si elles contiennent des renseignements confidentiels. Par exemple, l'entente pourrait inclure des renseignements financiers, des renseignements commerciaux ou techniques de nature confidentielle fournis par l'entreprise. Cependant, cela ne s'appliquera pas aux renseignements qui ont été négociés entre les parties. Dans mon cas, la première partie de l'entente ne contient pas de renseignements fournis par le tiers. C'est des clauses générales négociées entre les parties qui énoncent leurs obligations respectives. Mais dans ce cas-là, parfait, cette restriction ne s'appliquera pas. Pourquoi cette restriction ne s'appliquera pas? Parce que ces informations ne sont ni la propriété exclusive du tiers, ni celle de l'organisme. Ce sont le fruit d'une négociation entre les deux parties. OK. Mais il y a quand même une clause qui parle des documents fournis par le tiers qui m'embête. Là, je te la lis. Ça dit, dans le cadre de la présente entente, Créapub accepte de fournir à l'organisme public certains documents financiers strictement nécessaires à l'évaluation de la conformité réglementaire. Et là, elle énumère les bilans, les états financiers, la fiscalité. Cette clause-là, est-ce que je dois la caviarder? Non, non, tu n'as pas à la protéger. Cette clause mentionne l'existence de documents, mais elle ne les intègre pas dans l'entente. Par contre, si on te demande ces documents financiers eux-mêmes, là, tu devras analyser s'ils contiennent des renseignements protégés au sens des articles 23-24. Je comprends. Il y a des annexes dans l'entente dans lesquelles on trouve des renseignements fournis à notre organisme par l'entreprise. Dès qu'il y a un tiers, notamment une entreprise privée, d'impliquer, il faut penser à l'article 23 qui protège le secret industriel d'un tiers ou encore d'autres renseignements. 4 conditions doivent être cumulativement remplies pour protéger ces renseignements. 1, il s'agit de renseignements industriels, financiers, commerciaux, scientifiques, techniques ou syndicaux. Deuxième condition, les renseignements ont été fournis par un tiers. Troisième condition, il faut que les renseignements doivent être confidentiels par sa nature. Ça, on parle de critères objectifs. Puis il y a le critère subjectif qui vient dire les renseignements doivent être habituellement traités comme confidentiels par le tiers, sauf s'il y a consentement. OK. Pourrais-tu me guider pour faire l'analyse? Mais bien sûr, on commence avec le critère objectif. Première question, les documents contiennent-ils des renseignements financiers, commerciaux ou techniques? Oui, on parle ici d'éléments que l'entreprise considère dans le calcul de sa structure de coût. Parfait. On va à la deuxième question. Ont-ils été fournis par le tiers? Oui, les éléments proviennent de l'entreprise et ils ont été inclus dans l'annexe telle quelle. Ces éléments-là ne font pas l'objet de négociations. Eh bien, voilà la troisième question essentielle. Sont-ils de nature confidentielle? Comment je peux savoir, moi, si le tiers considère que c'est confidentiel? C'est une très bonne question. En principe, c'est à l'entreprise de démontrer que l'information qu'elle fournit est confidentielle. En pratique,
On n'a pas tous les éléments pour trancher seul. C'est pour cela qu'à ce niveau, il faut consulter l'entreprise qui a fourni les renseignements. On applique donc ici les articles 25 et 49 pour consulter le tiers avant de décider. Donc, je dois prévenir Créapub. Absolument. Puis, le critère subjectif, maintenant, de quoi il y a question? Voilà, pour le critère subjectif, il faut se poser la question suivante. L'entreprise traite-t-elle habituellement ces renseignements comme confidentiels? Encore une fois, c'est à elle de le démontrer. Elle pourrait, par exemple, dire que seul un nombre restreint d'employés y a accès, que les documents sont conservés sous clé ou en espace sécurisé, ou alors que les employés sont formés ou informés sur la nature confidentielle de ces données. Maintenant, au fond, je demande l'avis de l'entreprise en appliquant les articles 25 et 49, c'est ça? Oui, exactement. L'article 25 prévoit qu'avant de communiquer un renseignement financier, commercial ou technique fourni par un tiers, l'organisme doit lui donner un avis pour lui permettre de présenter ses observations. Les procédures et les délais sont ensuite précisés à l'article 49. Mais attention, il y a deux exceptions importantes à cette démarche. Si le renseignement a été fourni en vertu d'une loi qui en autorise la communication, ou si le tiers a déjà consenti à sa communication, là, tu peux rendre accessibles les documents immédiatement. J'ai combien de temps pour envoyer l'avis au tiers? L'avis au tiers doit être envoyé dans les 20 jours suivant la réception de la demande d'accès. Il faudrait que tu procèdes rapidement. Hein. Est-ce que je dois aussi informer le demandeur? Absolument. Tu dois informer la personne requérante que tu consultes en tiers et que cela entraînerait un certain délai dans le traitement de sa demande. Puis combien de temps le tiers, lui, a pour nous répondre? Le tiers a 20 jours à compter de la réception de l'avis pour présenter ses observations. S'il ne le fait pas, on considère qu'il consent à la communication. Puis une fois que je reçois les observations du tiers, j'en fais quoi? Tu dois déterminer l'accessibilité des renseignements du tiers sur la foi de ses observations, et en fonction des critères d'application des restrictions protégeant les renseignements des tiers, soit les articles 23 et 24 de la loi sur l'accès. Tu dois aussi envoyer une décision motivée aux demandeurs et aux tiers par courrier dans les 15 jours suivant la réception des observations ou à l'expiration du délai pour les recevoir. Puis la décision, elle devient exécutoire. Elle s'applique quand, dans le fond? Elle s'applique à l'expiration des 15 jours qui suivent la date de la transmission de l'avis. C'est-à-dire que les documents seront transmis à la personne requérante une fois le délai de 15 jours expiré, ce qui donne le temps au tiers de réagir s'il n'est pas d'accord avec ta décision. Je comprends. Dis-moi, Caritas, est-ce qu'on aurait dû appliquer l'article 24 aussi? Ah, ça, c'est une bonne question. Pas nécessairement. Si l'article 23 s'applique, il est suffisant en soi. Mais on va clarifier quand même l'application de l'article 24. L'article 24 protège un renseignement fourni par un tiers dont la divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver une négociation contractuelle, de causer une perte au tiers, de donner un avantage appréciable à une autre personne ou de nuire de façon substantielle à la compétitivité de ce tiers sans son consentement. Mais attention, ce ne sont pas des craintes vagues. L'interprétation donnée par la Commission quant aux critères de risque vraisemblable veut que la preuve de la tierce partie se situe entre la balance des probabilités et la simple possibilité. Je comprends. Voyons maintenant la mise en situation donnée. Donnez-moi tout. Caritas, peux-tu lire la demande? Oui, bien sûr. Donne-moi juste une seconde. Je vais la regarder, la chercher. Donc, bonjour, je voudrais avoir accès aux renseignements suivants. Le nombre de propriétaires de véhicules ayant bénéficié d'une aide financière
dans le cadre du programme Vers l'avenir, ainsi que l'identité des propriétaires et leurs adresses. OK, on a une demande en 2 volets. D'abord, le demandeur souhaite obtenir le nombre de propriétaires de véhicules aidés par le programme. Ça, c'est une donnée généralement agrégée. Puis ensuite, il souhaite obtenir l'identité des propriétaires et leur adresse. Et là, on va entrer dans le domaine de la protection des renseignements personnels. On va voir ça en 2 temps. Oui, je me disais qu'à cause de l'article 57, paragraphe 4, qui dit que le nom, l'adresse d'une personne qui bénéficie d'un avantage économique peuvent être des renseignements à caractère public. C'est une bonne observation, mais il faut faire attention. Le 4e paragraphe du premier alinéa de l'article 57 s'applique uniquement si l'avantage économique est accordé de façon discrétionnaire, c'est-à-dire quand l'organisme a une marge de manœuvre dans sa décision. Or, ici, est-ce que notre organisme exerce un pouvoir discrétionnaire dans l'octroi des subventions du programme Vers l'avenir? Oh non, pas vraiment. Exactement. Le programme repose sur des critères qui sont prédéfinis, hein. Tu veux la subvention, tu dois répondre à des conditions précises. Avoir acheté un véhicule admissible, l'utiliser à des fins personnelles, respecter un délai pour faire la demande, ne pas revendre le véhicule trop tôt. Ici, le ministère n'évalue pas au cas par cas, il applique des règles, point. Donc, comme il n'y a pas de pouvoir discrétionnaire, l'article 57 ne s'applique pas ici pour rendre publics les noms et les adresses des propriétaires. En résumé, dans le fond, on peut donner le nombre de propriétaires de véhicules qui ont bénéficié d'une aide financière dans le cadre du programme Vers l'avenir, mais on a déjà le produit, un tableau qui comprend cette donnée-là. Mais les noms, les adresses des propriétaires de véhicules, ce sont des renseignements personnels protégés par les articles 53 et 59 de la loi sur l'accès. Donc, à moins d'un consentement clair de ces personnes-là, il n'y a pas d'accès possible pour un demandeur. Ah, c'est bien. Alors, on va voir maintenant la mise en situation, l'inspection sous la loupe. Oui, écoute, j'ai une conseillère en accès dans une municipalité qui m'a consulté pour savoir si les documents relatifs à une inspection menée dans une municipalité sont accessibles. Moi, j'ai regardé un peu là, les restrictions. Est-ce que je pourrais lui conseiller d'invoquer l'article 28 pour protéger ces documents-là, notamment la méthode de l'enquêteur? C'est quoi tu en penses, Caritas? On va analyser l'article 28 ensemble, si tu le veux bien. L'article 28 est une restriction obligatoire qui prévoit qu'un organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un renseignement contenu dans un document qu'il détient dans l'exercice d'une fonction prévue par la loi de prévention, de détection ou de répression du crime ou des infractions aux lois ou dans le cadre d'une collaboration à l'une de ces fins avec une personne ou un organisme chargé d'une telle fonction, ou alors susceptible d'entraîner l'un des effets énoncés aux divers paragraphes du premier alinéa de l'article 28, exemple, entraver une enquête à venir en cours ou sujette à réouverture. En ce qui concerne la première condition, le rapport d'inspection est-il détenu dans l'exercice d'une fonction de prévention, de détection ou de répression du crime ou des infractions aux lois? La commission, à cet effet, a déjà conclu que l'article 28 ne s'applique pas à des documents détenus par un inspecteur municipal dans le cadre de ses fonctions régulières relatives à l'application de la réglementation municipale. La première condition n'étant pas respectée, l'article 28 ne peut pas être utilisé. Je comprends parce qu'il y a une condition qui tombe, tout le reste tombe. Est-ce qu'à ce moment-là, on pourrait invoquer l'article 32 pour restreindre l'accès à ce rapport-là? C'est-à-dire invoquer l'article 32? Oui. Pour que l'article 32 trouve application, l'organisme doit faire preuve qu'il respecte les 3 conditions prévues dans cet article. Premièrement, il doit démontrer que le document en litige réponde à la définition d'analyse. Deuxièmement, il doit établir qu'il existe une procédure judiciaire en cours ou à tout le moins de sérieux éléments de preuve de l'imminence d'une procédure judiciaire. Troisièmement, l'organisme doit faire la preuve que la divulgation de cette analyse risque vraisemblablement d'avoir un effet sur une procédure judiciaire. Il faudra donc
que la personne qui t'a consulté s'assure du respect de ces conditions pour pouvoir invoquer l'article 32. Je comprends. Le SRIDAE a produit un document de soutien à l'application de la loi sur l'accès pour le secteur municipal. Certains types de rapports d'inspection y sont couverts. Il faudra inviter la conseillère à le consulter. Parfait. Voyons maintenant la dernière mise en situation intitulée « Derrière les portes closes des comités ». Oui, je viens tout juste de recevoir une demande complémentaire de M. Jean. Est-ce qu'on peut l'analyser ensemble? Bien sûr, lis-moi ça. Donc, celui-là souhaite connaître l'identité des membres et obtenir les procès-verbaux du conseil d'administration et du comité consultatif Provert. Je me demandais, est-ce que l'identité des membres de ces comités est accessible? Bonne question. D'abord, qui sont les personnes identifiables sur les documents? Est-ce qu'elles font toutes partie du personnel d'un organisme public ou elles sont membres de son conseil d'administration? Ben, presque, mais non pas toutes. Sur le comité consultatif Provert, il y a aussi des citoyens et des citoyennes bénévoles qui ont participé. D'accord. Voici ce qu'il faut savoir. Tout renseignement qui permet d'identifier une personne physique de manière directe ou indirecte, c'est un renseignement personnel. Mais il y a des exceptions. Donc, en vertu de l'article 57 de la loi sur l'accès, le nom, le titre et la fonction d'une personne qui est membre d'un organisme public ou de son personnel ou qui est membre de son conseil d'administration sont à caractère public. Donc, l'identité de ces personnes-là qui siègent à ces comités-là dans le cadre de leur fonction est accessible. Mais pour les bénévoles du comité consultatif Provert, c'est une autre histoire. Leur nom, c'est un renseignement personnel qui est protégé, à moins qu'elles consentent là, explicitement à leur divulgation, puis c'est l'article 59 qui s'applique. OK, parfait. Et maintenant, est-ce que les résumés des rencontres sont accessibles? Et là, c'est la réponse classique, hein, ça dépend. Il faut analyser ce que contiennent ces résumés-là. Et là, rappelle-toi les grandes questions d'analyse qu'on a vues tout à l'heure. De qui ces renseignements proviennent-ils? Quelle est la nature des renseignements qui sont présentés dans ces documents-là? Et leur communication, ces renseignements-là, risque-t-elle d'avoir des incidences sur une personne, un organisme public, une entreprise, un processus décisionnel en cours, comme un processus administratif ou légal? Je porte à ton attention que l'article 35 de la loi sur l'accès prévoit qu'un organisme public peut refuser de communiquer un renseignement qui fait état des mémoires de délibération d'une séance du conseil d'administration de l'organisme public ou de ses membres dans l'exercice de leurs fonctions. Par contre, les parties d'un procès verbal qui ne font pas état de ces délibérations-là, notamment les informations factuelles, les décisions qui sont prises, par exemple, ne sont pas visées par ces restrictions-là. Pour le reste, je te fais confiance. Je pense que tu as tous les outils en main maintenant pour procéder à l'analyse des restrictions applicables. Oui. On arrive déjà à la fin de ce webinaire express. Merci de votre attention. Avant de se quitter, on aimerait vous laisser avec 7 messages clés à retenir. Alors, tout d'abord, toute décision de refus ou d'accès commence par une bonne compréhension du document. Prenez le temps de bien comprendre le document et son contexte de production, de lire, de poser les bonnes questions aux équipes concernées. Donc, assurez-vous d'avoir en main tous les éléments de réponse avant de rendre une décision. Il faudrait respecter les conditions d'application des restrictions. Les restrictions à l'accès prévues aux articles 18 à 41 reposent sur des conditions spécifiques. Vous devez être en mesure de démontrer que ces conditions sont réunies en vous appuyant sur la loi et la jurisprudence. Ne fondez jamais un refus uniquement sur des considérations d'image. Le fait qu'un document puisse nuire à la réputation d'un organisme ne constitue pas un motif valable de restriction au sens de la loi. Remettez en question les automatismes. Certaines phrases reviennent souvent. On ne donne jamais ça. Pourtant, lorsqu'une restriction est facultative, il faut réévaluer à chaque fois l'accessibilité d'un document et vous demander est-ce que l'intérêt public est mieux servi ici par la confidentialité ou par la transparence? C'est important également de limiter le caviardage à ce qui est autorisé par la loi. Donc, il faut analyser chaque passage du document, identifier précisément ce qui est visé par une restriction légale. Et si une seule section est protégée, le reste, en principe, est accessible. Tout refus doit être motivé, c'est-à-dire expliqué
et vous devez indiquer la disposition de la loi sur laquelle il s'appuie. C'est important également d'informer les demandeurs de leurs droits. Donc, à chaque décision, vous devez préciser les recours qui sont possibles, puis les délais pour les exercer. C'est un droit fondamental. Il faut documenter le traitement de la demande. En cas de recours, la traçabilité du traitement de la demande est essentielle. Pensez à conserver vos échanges, vos analyses et vos justifications. Former et outiller vos collaborateurs. Donc, assurez-vous que les personnes qui collaborent au traitement des demandes soient outillées et formées, notamment pour vous donner les bonnes informations dont vous aurez besoin pour rendre des décisions éclairées. Le droit d'accès, c'est une responsabilité partagée, puis vous avez besoin de la collaboration des détenteurs des documents au sein de votre organisation. Ce webinaire express était un survol des restrictions au droit d'accès. On n'a pas eu le temps aujourd'hui de voir tous les cas de figure aujourd'hui. Notre secrétariat a cependant développé plusieurs outils pour vous aider dans le traitement des demandes d'accès. N'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous aider.